Imaginez-vous vous réveiller chaque jour dans un monde où les mots que vous utilisez façonnent votre façon de penser. Pas seulement vos pensées, mais votre capacité même à penser de manière critique. Dans 1984 de George Orwell, cette idée terrifiante devient une réalité avec l'invention de Newspeak, une langue conçue pour restreindre la portée de la pensée. Newspeak n'est pas juste une collection de nouveaux mots. C'est tout un système destiné à limiter la manière dont les gens peuvent exprimer leurs désaccords, réduire leur capacité à concevoir des idées complexes et supprimer les nuances qui remettent en cause l'autorité du parti. C'est plus qu'une simple censure. C'est une restructuration délibérée du langage pour façonner la perception qu'une personne a de la réalité. Dans un monde où le langage est contrôlé, la façon dont les gens interagissent avec leur environnement, leur passé, et même leur propre identité est aussi contrôlée. L'esprit ne peut fonctionner que dans les limites que le langage impose. Si une personne est privée de mots pour exprimer la rébellion, pour articuler la liberté, ou même pour conceptualiser la vérité, elle devient docile et facilement manipulable. Orwell savait que pour contrôler les masses, il fallait d'abord contrôler les mots qu'elles utilisent, car les mots façonnent les pensées. Ce n'est pas une idée dystopique lointaine, c'est une vérité de plus en plus pertinente à notre époque. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines conversations, idées ou même des mouvements entiers semblent être encadrés de manière à limiter la façon dont ils peuvent être discutés? Le Newspeak ne s'est pas arrêté avec Orwell. Il a évolué et il est là maintenant. Le concept de double pensée d'Orwell pousse cette manipulation de la pensée un pas plus loin. Il ne suffit pas de limiter le langage. Il faut aussi conditionner l'esprit à accepter les contradictions, à tenir simultanément deux idées opposées sans le moindre sentiment de dissonance cognitive. La double pensée permet aux individus de croire que 2 plus 2 peuvent faire 5, ou que la liberté est l'esclavage, parce qu'ils ont été conditionnés à accepter les contradictions comme faisant partie de la réalité. Ils ne remettent pas en question ces paradoxes. Ils les acceptent simplement comme vérité, sans hésitation. Ce phénomène psychologique va bien au-delà d'une simple réflexion théorique. C'est quelque chose que nous voyons en action aujourd'hui, où des déclarations politiques contradictoires, des récits médiatiques et des idéologies sociales semblent coexister sans que le public ne s'interroge. Prenons, par exemple, le discours politique moderne, où les politiciens, les entreprises et même les mouvements sociaux opèrent souvent avec des récits qui se contredisent. Un message est diffusé, mais il ne correspond pas aux actions ou aux politiques. Et pourtant, les gens trouvent un moyen de l'accepter sans questionner. Dans le monde d'Orwell, cette acceptation n'est pas seulement le résultat de la propagande. C'est le produit d'un système conçu pour entraîner les gens à croire aux contradictions. C'est un outil d'une efficacité stupéfiante pour maintenir le contrôle, car il empêche les gens d'examiner de manière critique les incohérences de leur monde. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'influence du langage sur la pensée est omniprésente, même si souvent plus subtile que les régimes totalitaires dont Orwell nous a alertés. Newspeak n'est peut-être pas la langue officielle du monde moderne, mais nous assistons certainement à une manipulation massive du langage. Les politiciens, les médias et les entreprises reframent continuellement le langage pour façonner la perception du public et contrôler le récit. Le terme « fake news » est un puissant exemple de ce phénomène. Une phrase qui discrédite simultanément toute information qui ne correspond pas au récit préféré, tout en validant des sources douteuses ou biaisées. Les mots que nous utilisons peuvent ouvrir des portes à de nouvelles idées ou les fermer à clé, rendant difficile même l'idée d'envisager des concepts en dehors du récit dominant. Considérons les façons dont le langage est utilisé pour décrire les questions sociales et politiques. Des termes comme « culture de l'annulation » ou « justice sociale » ont évolué de manière à porter désormais des connotations chargées et polarisantes. Ce qui a commencé comme des tentatives de discussion sur des questions sociales importantes a été armé, manipulé pour s'adapter à des agendas spécifiques. Tout comme Newspeak, ces termes limitent l'espace pour un véritable dialogue nuancé. Ils polarisent, ils simplifient à outrance et ils forcent les gens à prendre des positions sans la possibilité d'une réflexion significative. Une grande partie de notre discours aujourd'hui est construite de manière à simplifier des questions complexes en slogans, cadrant notre compréhension du monde d'une manière qui profite à ceux qui détiennent le pouvoir. Comme Orwell le craignait,
ceux qui contrôlent le langage ne contrôlent pas seulement la communication. Ils contrôlent la pensée elle-même. Mais jusqu'où avons-nous vraiment progressé depuis le temps d'Orwell? Dans un monde où la censure n'est pas toujours manifeste, la manipulation du langage est devenue plus insidieuse. Sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les médias, nous assistons à une transformation des mots en temps réel. Alors que la langue elle-même devient un champ de bataille, nous ne sommes peut-être plus pleinement conscients de la manière dont notre compréhension de la réalité a été façonnée par des forces externes. Les mots que nous utilisons pour nous décrire nos expériences et notre monde ont été soigneusement choisis, souvent d'une manière dont nous n'avons même pas conscience. Ce phénomène ne se limite pas au domaine politique. Il est omniprésent dans la culture, l'économie et même l'identité personnelle. Pensez à la montée de certains termes comme durabilité, diversité ou inclusion. Bien qu'ils semblent progressistes, la façon dont ils sont formulés limite souvent le champ de discussion, décourageant les alternatives ou une exploration plus profonde et critique des idées qu'ils représentent. Newspeak, en essence, n'est pas seulement une structure linguistique. C'est un outil psychologique conçu pour empêcher le changement en enfermant les esprits dans des catégories prédéterminées. Alors que nous commençons à reconnaître les schémas dans notre propre monde, nous pouvons nous demander, vivons-nous dans un monde où nos pensées sont de plus en plus contraintes par la langue? Parlons-nous d'une manière qui limite notre capacité à penser librement? Le pouvoir du contrôle de la pensée, comme Orwell l'a si profondément démontré, réside non seulement dans les mots que nous prononçons, mais aussi dans la manière dont ces mots peuvent remodeler notre propre compréhension de ce qui est possible, vrai et réel. Sommes-nous aussi devenus prisonniers de notre propre langue? Dans 1984, Orwell dresse un tableau glaçant d'une société qui prospère grâce à la peur. L'année où le pouvoir du gouvernement n'est pas maintenu par la persuasion, mais par la menace constante et omniprésente du danger. Ce n'est pas seulement une question de terreur, c'est une manipulation stratégique et calculée de l'état émotionnel de la population. Le parti comprend que la peur est l'arme la plus puissante de leur arsenal car, lorsque les gens ont peur, ils sont non seulement plus susceptibles d'être contrôlés, mais aussi plus disposés à renoncer à leur liberté en échange de l'illusion de sécurité. C'est la vérité ancestrale. La peur peut paralyser la pensée, rediriger l'action et déformer la réalité. Le pouvoir de la peur réside dans sa capacité à amener les gens à se conformer sans poser de questions, à leur faire croire que renoncer à leur liberté est le seul chemin vers la sécurité. Orwell nous introduit au concept de l'ennemi Goldstein, une figure créée non pas par une véritable opposition, mais en tant que symbole d'une menace sans fin. Goldstein représente un ennemi qui ne disparaît jamais, un boogeyman constant qui justifie une guerre perpétuelle, la surveillance et le contrôle. En concentrant la peur collective des gens sur cet adversaire invisible, mais toujours présent, le parti s'assure que les citoyens ne remettront jamais en question l'autorité de leurs dirigeants. Cet ennemi devient un outil d'unité, un moyen de rassembler les masses sous le prétexte de protection. Mais la vérité, c'est que Goldstein n'est pas réel. Il est une fiction, une arme de manipulation de masse. Ce principe résonne profondément dans notre monde contemporain, où la peur est souvent utilisée par les gouvernements, les entreprises et même les médias pour justifier des actions qui pourraient sinon sembler scandaleuses. Observez comment les crises, qu'elles soient réelles ou exagérées, sont utilisées pour justifier des invasions de la vie privée, des augmentations de la surveillance et l'expansion du pouvoir gouvernemental. En temps de guerre, de catastrophes naturelles ou d'instabilité politique, la peur devient l'excuse parfaite pour faire passer des lois qui restreignent les libertés individuelles. On nous dit que la sécurité doit se faire au prix de la vie privée, que le contrôle est nécessaire pour avoir de la sécurité, que la liberté doit être sacrifiée pour la protection. Mais jusqu'où pouvons-nous laisser cela aller avant de réaliser que ce que nous abandonnons n'est pas seulement notre liberté, mais notre humanité? Il est important de reconnaître que la peur n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qui est engineered. C'est une émotion qui peut être cultivée et dirigée avec une précision remarquable. Les médias jouent un rôle énorme dans ce processus, façonnant subtilement nos peurs et nos angoisses à travers des titres et des histoires sensationnelles conçues pour provoquer des réactions émotionnelles.
Que ce soit la peur d'un ennemi étranger, la peur de perdre nos emplois ou la peur de l'effondrement social, nous sommes constamment bombardés de messages conçus pour nous rendre anxieux. Et tout comme dans 1984, plus nous avons peur, moins nous posons de questions. Mais la partie la plus dangereuse de la peur en tant qu'outil de contrôle, c'est la façon dont elle agit à un niveau subconscient. Dans 1984, le parti ne veut pas seulement contrôler les actions, il veut contrôler les pensées. La peur, comme Orwell nous le montre, est un moyen de pousser les gens à agir de façon instinctive plutôt que réfléchie. Elle force les individus dans un mode de survie où leur préoccupation principale devient la sécurité personnelle plutôt que le changement politique ou social. La peur ne laisse pas de place pour remettre en question le statu quo. Elle maintient simplement les gens dans un état de soumission perpétuelle. Et c'est ici que nous commençons à voir les liens avec notre propre monde. À quelle fréquence entendons-nous parler de crise, de pandémie, de terrorisme ou d'effondrement économique, seulement pour constater que notre réponse est un abandon instinctif de nos droits? À quelle fréquence faisons-nous des choix par peur pour réaliser ensuite que nous avons renoncé à plus que ce que nous avions jamais prévu? Nous voyons également le pouvoir de la peur et comment elle façonne notre vision du monde. Si vous passez vos journées à entendre parler de menaces, qu'elles soient réelles ou fabriquées, votre réalité devient celle où le danger est toujours à 2 pas. Ce état constant de peur nous rend plus susceptibles d'accepter des mesures draconiennes, d'accepter la surveillance, d'accepter l'érosion de nos libertés, parce que nous sommes conditionnés à croire que le monde est un endroit bien plus dangereux. Ce qu'il n'est réellement. Le parti dans 1984 savait qu'en créant cette peur sous-jacente éternelle, il pouvait contrôler non seulement les actions, mais aussi les pensées. Il pouvait façonner une société trop effrayée pour agir contre lui, trop terrifiée pour même penser à la rébellion. Dans notre monde, nous sommes de plus en plus entourés par une culture de la peur. C'est une peur qui existe non seulement dans les gros titres, mais aussi dans notre façon de vivre au quotidien, constamment inquiet de l'instabilité économique, de l'effondrement environnemental ou de la prochaine crise politique. La peur est une force puissante, et lorsqu'elle est soigneusement cultivée, elle devient presque impossible à résister. Il est facile de voir comment la peur, lorsqu'elle est manipulée et amplifiée, peut nous priver de nos libertés et nous convaincre de renoncer à plus de notre liberté que nous ne le ferions jamais de notre plein gré. La réalisation la plus terrifiante, cependant, est que nous sommes souvent inconscients de la profondeur avec laquelle cette peur est tissée dans le tissu de notre société. La question est, en sommes-nous assez conscients pour l'arrêter avant qu'elle ne nous consume complètement? 1984, d'Orwell nous introduit au concept terrifiant que l'histoire elle-même peut être réécrite, non seulement dans le sens de l'édition des archives, mais en effaçant des passés entiers et en reprogrammant des mémoires collectives. Cette manipulation du passé n'est pas un simple outil pour le parti, c'est le fondement sur lequel leur pouvoir est construit. Dans le monde de 1984, le ministère de la Vérité a pour tâche de modifier constamment les enregistrements historiques, changeant les faits pour s'aligner sur le récit en perpétuel changement du parti. Le slogan « Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir, qui contrôle le présent, contrôle le passé » résume l'essence du pouvoir totalitaire. En modifiant constamment ce que les gens croient être vrai concernant le passé, le parti s'assure qu'il ne sera jamais remis en question ni renversé. Le passé n'est plus une réalité fixe, il devient une substance fluide et malléable, facilement façonnée pour s'adapter aux besoins du moment présent. Le plus terrifiant, c'est que les citoyens d'Océania ne sont pas seulement contraints d'accepter ces révisions, mais ils sont également amenés à oublier la vérité entièrement. La mémoire elle-même est altérée à tel point que les gens croient en des histoires qui n'ont jamais existé. L'idée de réalité objective devient sans importance, car dans ce monde, ce qui est vrai, c'est ce que le parti dit être vrai, et ce qui était vrai hier n'a pas d'importance s'il contredit la réalité actuelle. Cette manipulation du passé garantit que le parti n'a jamais tort. Il crée simplement une nouvelle histoire au besoin. Les gens, privés de toute source de vérité fiable, commencent à accepter cela comme normal, ne remettant jamais en question l'incohérence entre le passé et le présent. Ce contrôle de l'histoire n'est pas uniquement confiné à 1984. C'est un outil puissant qui a été utilisé tout au long de l'histoire sous diverses formes.
Regardez comment les régimes politiques, qu'ils soient totalitaires ou non, tentent souvent de réécrire le passé pour justifier leurs actions présentes. Prenez par exemple la façon dont certains gouvernements effacent ou minimisent les événements historiques gênants dans leurs archives officielles. Ce n'est pas simplement une question de faits alternatifs. Il s'agit de créer un nouveau récit qui correspond à l'agenda du gouvernement. En supprimant ou en déformant des moments critiques de l'histoire, ces pouvoirs essaient de créer un monde où leur légitimité est incontestable. Tout comme le parti d'Orwell utilise l'histoire comme une arme pour consolider son contrôle, les gouvernements et les organisations d'aujourd'hui manipulent l'histoire pour des raisons similaires. Façonner la perception, contrôler le récit et maintenir le public en ligne. L'essor des médias numériques a rendu cette manipulation de l'histoire encore plus puissante et insidieuse. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information circule constamment à travers le paysage numérique. Faits, opinions, images, vidéos. Internet est censé être le répertoire ultime de la connaissance. Pourtant, il est aussi devenu un lieu où les faits historiques peuvent être effacés, révisés ou distordus à volonté. Prenez le phénomène de la culture de l'annulation, où des personnes ou des idées sont gommées de l'histoire simplement parce qu'elles ne sont plus politiquement ou socialement acceptables. À travers les plateformes en ligne, des vidéos et des articles sont supprimés, de vieux posts sont ensevelis et des vérités dérangeantes sont cachées. L'histoire, autrefois documentée et accessible, risque désormais d'être réécrite par ceux qui ont le pouvoir de contrôler les plateformes numériques. L'ère numérique a créé un monde où la vérité n'est plus quelque chose de fixe dans le temps. C'est quelque chose qui peut être continuellement reprogrammé, mis à jour et modifié en temps réel. De plus, la capacité à manipuler les archives historiques ne se limite pas à l'édition d'articles ou à la suppression de publications. Elle s'étend à la création même de la mémoire. Lorsqu'on observe comment les événements sont rapportés ou discutés sur les réseaux sociaux, on constate que la narration est façonnée non seulement par des faits, mais par ceux qui ont le pouvoir d'influencer la conversation. Les plateformes que nous utilisons pour communiquer, les algorithmes qui organisent ce que nous voyons et les voix qui sont amplifiées contribuent tous à façonner notre mémoire collective. Le danger ici, c'est qu'avec le temps, nous puissions perdre de vue la vérité de ce qui s'est réellement passé, la remplaçant par une version des événements qui convient à la narration de ceux qui sont aux commandes. Ce processus est si subtil, si graduel, que nous ne remarquons peut-être même pas qu'il se produit avant qu'il ne soit trop tard. La perte d'une histoire objective et immuable est aussi une perte d'identité. Notre compréhension de qui nous sommes, d'où nous venons et comment nous avons atteint notre situation actuelle repose sur les fondations de la vérité historique. Lorsque cette vérité est compromise, notre sens de soi l'est également. C'est comme essayer de naviguer dans le présent sans carte, sans repères et sans une compréhension claire de notre passé. Nous risquons de nous perdre dans une mer de versions concurrentes de la réalité, chaque version de l'histoire étant aussi valide qu'une autre, sans moyen de déterminer laquelle, le cas échéant, est vrai. Comme le montre le roman d'Orwell, contrôler le passé signifie contrôler l'avenir. La manipulation de l'histoire n'est pas seulement une question de contrôle de la narration d'aujourd'hui. C'est aussi une question de façonner l'avenir de manière à garantir la continuité de la domination du parti. Dans le monde d'aujourd'hui, cette manipulation peut être tout aussi omniprésente. La question que nous devons nous poser est de savoir combien de ce que nous savons sur le passé est vraiment la vérité, et combien a été soigneusement élaboré pour correspondre à un agenda particulier. Dans un monde où l'histoire peut être effacée, reprogrammée et réécrite, comment pouvons-nous nous assurer que nous restons ancrés dans la réalité de ce qui s'est réellement passé? Comment éviter de devenir les victimes de nos propres souvenirs manipulés? Dans 1984, George Orwell introduit l'idée de Big Brother, une figure qui symbolise le pouvoir invasif de la surveillance constante. Alors que dans le roman, cette surveillance est ouverte et oppressive, aujourd'hui, la réalité est bien plus insidieuse. Le concept de surveillance de masse d'Orwell n'était pas seulement une prédiction d'un avenir dystopique. C'était un avertissement sur la façon dont l'érosion de la vie privée mènerait à l'effondrement de la liberté. Le parti, dans 1984, utilise la surveillance non seulement comme un outil pour surveiller ses citoyens,
mais aussi pour garantir leur conformité. Les caméras à chaque coin de rue, les microphones cachés dans chaque pièce, les yeux toujours vigilants de Big Brother, tous ces éléments créent une atmosphère où les gens ne se sentent plus libres de penser, d'agir ou même de parler sans craindre des représailles. La partie la plus insidieuse de cela est que la surveillance n'est pas seulement punitive. Elle est destinée au contrôle. Le parti comprend que lorsque les gens sont constamment conscients d'être observés, ils commencent à se surveiller eux-mêmes. Dans notre monde aujourd'hui, la surveillance est devenue une partie intégrante de la vie quotidienne. Nous sommes constamment observés, non seulement par les gouvernements ou les forces de l'ordre, mais aussi par des entreprises, des plateformes de médias sociaux et même nos propres appareils. Il est facile d'oublier qu'à chaque fois que nous déverrouillons nos téléphones, naviguons sur Internet ou publions sur les réseaux sociaux, nous laissons derrière nous une traînée de données qui est collectée, analysée et utilisée pour prédire notre comportement. Cela peut sembler anodin au premier abord, mais cette surveillance constante a des conséquences de grande portée. Tout comme dans 1984, où les citoyens sont poussés à l'autocensure à cause du regard omniprésent de Big Brother, nous aussi avons commencé à nous censurer. Nous évitons de dire certaines choses. Nous adaptons nos actions pour correspondre aux attentes des algorithmes. Nous étouffons notre véritable nature afin d'éviter tout conflit ou jugement. Cette surveillance n'est plus seulement une présence physique. Elle est intériorisée, tissée dans le tissu de notre existence quotidienne. Considérez la montée de la technologie de reconnaissance faciale qui a pénétré tout, des pratiques des forces de l'ordre aux environnements commerciaux. Ce qui était autrefois de la science-fiction à l'époque d'Orwell fait maintenant partie de la vie de tous les jours. Les caméras sont partout, surveillant nos mouvements, nos comportements et nos identités. Bien que cette technologie soit souvent présentée comme un outil de sécurité, il faut se poser la question, à quel prix vient-elle? Tout comme le parti dans 1984, on nous dit que la surveillance est pour notre propre bien, qu'elle nous protégera du crime, du terrorisme et du désordre. Mais la question demeure, combien de notre liberté sommes-nous prêts à sacrifier au nom de la sécurité? Nous devons également considérer l'essor de la collecte de données par les entreprises. Chaque clic que nous faisons en ligne, chaque achat que nous effectuons, chaque conversation que nous avons sur les réseaux sociaux, tout cela contribue à construire un vaste profil numérique autour de nous. Ces données sont utilisées pour manipuler nos désirs, nos préférences et même nos croyances politiques. Mais, contrairement à la surveillance dans 1984, qui est un outil de contrôle direct du gouvernement, la surveillance d'aujourd'hui se cache souvent derrière un service. On nous fait croire que nous participons à un échange gratuit. Nous offrons nos données et en retour, nous recevons des publicités personnalisées, des recommandations et du contenu. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que cet échange gratuit vient avec un coût caché. Plus nous donnons, plus nous perdons notre vie privée et plus d'autres ont le contrôle sur nos vies. Ce n'est pas juste une question d'être observé, c'est aussi les effets psychologiques de vivre dans un monde où la vie privée est de plus en plus rare. Dans 1984, les citoyens s'habituent tellement à être surveillés qu'ils ne font plus confiance à leurs propres pensées. Ils pratiquent le double pensée, acceptant des contradictions comme partie de leur réalité, simplement parce que la surveillance constante les force à un état de conformité mentale. Nous observons une tendance similaire aujourd'hui, dans un monde où chaque message, chaque conversation et chaque publication est potentiellement surveillée. Nous commençons à douter de nous-mêmes. Nous nous demandons si nos opinions sont trop controversées, si nos publications sont trop radicales, si nous franchissons une ligne invisible. Et tout comme les citoyens de l'Océanie, nous nous autocensurons. Nous avons peur de dire la vérité, d'exprimer nos véritables pensées, car la possibilité toujours présente de surveillance signifie que nos vies privées ne sont plus réellement privées. Cette érosion de la vie privée n'est pas seulement une gêne. C'est une menace fondamentale pour notre liberté. La vie privée est essentielle à l'individualité. C'est par la vie privée que nous avons l'espace pour réfléchir, former des opinions et explorer des idées sans craindre le jugement ou la répercussion. Lorsque nous perdons la vie privée, nous perdons la capacité d'être véritablement libres. Dans 1984, cette perte de vie privée est dépeinte comme la forme ultime de contrôle. La capacité du parti à surveiller chaque aspect de la vie, chaque pensée, chaque action, chaque interaction,
rend l'individu impuissant. Dans notre monde, bien que les outils de surveillance ne soient pas aussi évidents que ceux de la vision d'Orwell, ils ne sont pas moins dangereux. La vraie question est, sommes-nous conscients des coûts de cette surveillance? Sommes-nous prêts à sacrifier notre vie privée pour le confort ou la sécurité? En fin de compte, l'histoire de la surveillance de masse est une histoire de confiance. Confiance dans nos gouvernements, confiance dans les entreprises et confiance dans les systèmes mis en place pour nous protéger. Mais combien de confiance devrions-nous accorder à ces systèmes? Combien devrions-nous être prêts à abandonner? Comme le prévient si vivement 1984 d'Orwell, un monde sans vie privée est un monde sans liberté. C'est à nous de décider combien nous sommes prêts à laisser les yeux toujours vigilants de Big Brother, sous ses diverses formes, façonner nos vies et notre monde. Dans 1984, George Orwell décrit un réprimé. Il est anéanti. Dans cette société, penser différemment n'est pas simplement décourager. Le concept de pensée-crime est central à la capacité du régime de maintenir un contrôle total. Le pouvoir du parti provient de la conformité absolue de ses citoyens, et quiconque ose défier le statu quo est puni, effacé de l'existence. Le parti comprend que la pensée individuelle est la plus grande menace à sa domination. Si les gens sont autorisés à penser librement, ils peuvent remettre en question le récit du parti, et cela pourrait mener à une rébellion. Par conséquent, la destruction de l'individualité devient la pierre angulaire de la stratégie du parti pour maintenir son emprise sur le pouvoir. La réalité est que lorsque l'individualité est écrasée, la capacité de penser de manière critique l'est aussi. Les gens ne sont plus capables de remettre en question leur environnement ou de défier l'ordre établi. Le système impose une uniformité de pensée qui imprègne chaque aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement de contrôler les actions des gens, il s'agit de contrôler leur esprit. Dans 1984, cela est réalisé grâce à la destruction complète de la pensée et de l'expression privée. De l'endoctrinement des enfants dans l'idéologie du parti à l'élimination de toute trace de dissidence, le système travaille sans relâche à créer une société où la pensée indépendante n'est plus possible. En fin de compte, l'individualité elle-même devient un crime passible de torture et de mort. Le parti ne souhaite pas seulement l'obéissance, il veut l'uniformité au niveau le plus fondamental de l'existence humaine. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous n'avons pas de régime totalitaire aussi manifeste que celui de 1984. Cependant, nous assistons encore à l'érosion lente de l'individualité dans une société qui valorise de plus en plus la conformité. L'une des façons dont cela se produit est par la normalisation de la pensée de groupe. C'est le processus par lequel les individus répriment leurs propres croyances, valeurs et idées pour s'aligner sur les opinions de la majorité ou de ceux qui détiennent le pouvoir, que ce soit en politique, en culture ou sur les réseaux sociaux. Une pression croissante s'exerce pour se conformer à un récit particulier. Les opinions dissidentes sont souvent accueillies avec mépris, ridicule, ou pire, ostracisme. Les personnes qui remettent en question la vision dominante sont étiquetées comme des marginaux, des extrémistes ou même des ennemis de l'État. Plus nous voyons cela, plus nous commençons à accepter l'idée que l'individualité est quelque chose dont il faut avoir honte. Un des aspects les plus insidieux de ce processus est la manière dont il est présenté comme quelque chose de positif. On nous dit que la conformité apporte l'harmonie, que la pensée de groupe est un signe d'unité, et que ceux qui défient le statu quo essaient simplement de nous diviser. À l'ère numérique, cette pression à se conformer est encore plus marquée. Les plateformes de médias sociaux, avec leurs algorithmes conçus pour privilégier les opinions populaires, créent des chambres d'écho où seules certaines opinions sont amplifiées. Cela crée un environnement dans lequel les gens se sentent obligés d'exprimer des opinions qui s'alignent avec la majorité, même si ces opinions ne reflètent pas leurs véritables croyances. Le désir de validation et d'acceptation devient si fort que de nombreux individus abandonnent leurs propres convictions pour s'intégrer. De cette manière, le système n'a pas besoin de réprimer activement l'individualité. Il crée simplement un environnement où les gens l'abandonnent volontairement, par crainte de se démarquer ou de s'exprimer. L'aspect le plus dangereux de cette destruction de l'individualité est les effets à long terme sur notre capacité à penser par nous-mêmes.
Quand nous cessons de questionner, quand nous cessons de remettre en question les idées que l'on nous demande d'accepter, nous perdons l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains. La pensée critique, la capacité à remettre en question l'autorité et le courage d'être différent sont ce qui nous permet de grandir en tant qu'individus et en tant que société. Si nous abandonnons ces qualités, nous risquons de devenir rien de plus que des rouages dans une machine, nos pensées dictées par les puissants. Le 1984 d'Orwell nous montre que lorsque l'individualité est détruite, l'âme même de l'humanité est en danger. La tragédie du roman n'est pas seulement l'oppression d'un peuple, mais la perte de sa capacité à penser librement, à créer, à défier et à imaginer une réalité différente. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons nous interroger. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre individualité au nom de la conformité? À quelle fréquence faisons-nous taire nos propres pensées par peur du jugement ou du rejet? La montée de la culture de l'annulation, la diabolisation du dissentiment et la pression à se conformer au récit dominant sont autant de signes que nous perdons notre prise sur l'individualité. Plus nous laissons ces forces nous façonner, plus nous perdons la capacité de penser de manière indépendante, de défendre nos convictions et d'être fidèles à nous-mêmes. Le message du 1984 d'Orwell est clair. Lorsque nous abandonnons notre individualité, nous abandonnons notre liberté. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à défier le système qui cherche à effacer votre individualité? Êtes-vous prêt à défendre votre droit de penser par vous-même? Le monde d'aujourd'hui n'est peut-être pas la dystopie exacte qu'Orwell nous a alerté, mais les forces qui cherchent à nous contrôler et à façonner nos pensées sont plus réelles que jamais. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions nous retrouver à vivre dans un monde où l'individualité n'est plus possible. Si vous avez trouvé cette vidéo stimulante, assurez-vous de laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rejoindre cette aventure de profonde réflexion. N'oubliez pas, de nouvelles vidéos chaque jour explorant les idées qui façonnent notre monde et nos esprits. Restez curieux, restez éveillés et continuez à questionner.